Binge Audio présente Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961. Épisode 2. La majeure partie du Conseil des ministres de ce matin a été consacrée à la manifestation musulmane d'hier soir qui a causé une vive émotion dans tous les milieux. À l'Élysée, le ministre de l'Intérieur, M. Frey, a donc fait un exposé détaillé sur ces événements, Jean Lanzy. Pour les problèmes les plus urgents, a pris plusieurs décisions, telles que de renforcer les forces de sécurité à Paris et de renvoyer en Algérie de nombreux manifestants musulmans arrêtés hier. Affaire politique donc, à l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir. Je me trouve avec la voiture émetteur RTF dans une des cours intérieures de la gare du Nord où progressivement d'importantes forces de police prennent place. Il y a également d'assez importantes forces de gendarmerie qui sont descendues de car ici il y a quelques instants. Cependant, tout est extrêmement calme et surtout, il n'y a aucun musulman en vue. Et Roger Frey a dit, il ne s'est rien passé. Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris hier et avant-hier. On ne saura jamais exactement combien il y a eu de morts. La répression policière sera sanglante. Bilan officiel, 2 morts, 64 blessés et des milliers d'interpellations. Une répression qui avait fait des dizaines de morts, mais seulement 3 officiellement. 7 morts. Bilan officiel, 3 morts, 200 d'après le FLN. Dans l'assassinat des 200 à 300 Algériens. C'était soldé par la mort de 200 personnes. Jean-Luc Elodie affirme que plus de 200 personnes ont été tuées ce jour-là. Il y aurait eu près de 300 morts. Un rapport commandé l'année dernière par Jean-Pierre Chevènement en recense 32. Mais beaucoup d'archives se sont volatilisées. On peut travailler, comme travaillent tous les historiens, sur les massacres de masse. Emmanuel Blanchard, historien. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu des morts en nombre, qu'il y a une volonté d'occultation, puisque le gouvernement, dès le lendemain, il entre dans une période de mensonge d'État. Quand vous êtes en face d'une vérité officielle qui est assénée comme ça... Isidore Lifshitz, appelé au service de santé des armées. Que vous avez le préfet de police qui fait des déclarations extraordinairement lénifiantes, que vous avez le ministre de l'Intérieur, monsieur très respectable, monsieur Frey, qui vient dire qu'en réalité, il ne faut pas gonfler l'affaire, que ça s'est passé avec un minimum de dégâts. Bon, évidemment, moi... petit militaire de Katsou, là, j'avais pas grand crédit. Le discours officiel, qui va être tenu avant, mais surtout après le 17 octobre, c'est de dire, mais non, ce ne sont pas des victimes des violences policières, ce sont des victimes des combats fratricides entre Algériens. Et cette réalité, il ne faut pas l'occulter. Sauf qu'à cette période-là, il y a plus de morts qu'à d'autres périodes, alors rien n'indique qu'il y ait plus de combats fratricides. La seule explication plausible, c'est celle qui est soulevée à l'intérieur même de l'institution policière. Notamment, on le voit dans les archives de police, des archives des syndicats de police, un certain nombre de syndicalistes s'interrogent et disent « on n'aurait pas des collègues qui font partie de commandos en ce moment ? Des commandos qui agissent en service et surtout hors service, dans des équipes qui ne sont pas forcément que des équipes de policiers, et qui, en se disant contre-terroristes, s'attaquent à ceux qu'ils pensent comme symboliquement faisant partie de la mouvance FLN, ou tout simplement algérienne. Voilà, donc j'aurais voulu ton témoignage sur ce que tu as pu voir et ce que tu as pu apprendre concernant les événements d'octobre 1961 et ce qui s'est produit durant cette période-là. Alors, on a envoyé les gars en intervention en disant voilà, ce soir, il faut bouffer du bouillon. Paul Rousseau, syndicaliste policier. Toi, tu l'as entendu. Faut bouffer du raton. Ça. Faut bouffer du raton, faut bouffer du bouillon. Qui disait ça? Alors, les gars, dans le personnel, les gars de la base, hein. Les gars de la base. Puis quelques gradés aussi, mais brigadiers, quoi. Hein. Et notamment comme ils se sont incorporés à nous. Quant aux officiers, ils donnaient pas l'ordre précis.
Et les gars s'excitent entre eux, quoi. Alors, dans un coin, quand tu es là, toi, tu veux pas le faire, bah, tu es comme un con. Et si je leur avais dit je suis pas d'accord, ils m'auraient cassé la gueule. Mais je pouvais pas parler. Je pouvais pas parler. Alors, on reprécise pourquoi tu ne pouvais pas parler. Parce que, excuse-moi. Hein, mais t'as raison, mais bien sûr. Mais au contraire. Mais je ne pouvais pas parler parce que, vis-à-vis de mes collègues, parce que d'abord j'étais menacé de mort par l'OS. J'essayais de convaincre, bon, j'avais pas mal de camarades autour de moi qui me comprenaient bien, qui étaient d'accord avec moi, mais qui étaient comme moi impuissants devant des actions de certains réactionnaires de la police. Et qui n'étaient pas majoritaires, mais des minoritaires agissant à l'époque. Hein. L'hypothèse est soulevée par tout un ensemble de personnes, que des policiers en service ou hors service, et pas eux seuls, des services de renseignement, des Algériens qui ont été retournés par les services de renseignement. Et donc ces commandos, c'est une hypothèse qui est soulevée dès avant le 17 octobre. C'est une hypothèse très forte et qui a la force de la crédibilité, même si il n'a jamais pu être possible de le démontrer, puisque les enquêtes qui sont ouvertes vont délibérément ne pas suivre cette piste. Et alors que l'OS commet des attentats tous les jours à Paris, la piste OS n'est jamais suivie, alors qu'elle est soulevée par la presse, par des tas de personnes. Or, cette piste n'est jamais suivie de façon délibérée. Dès lors qu'on commençait à discuter de négociations avec le FLN, etc. Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN. Il est très très vraisemblable que dans l'entourage du gouvernement gaulliste de l'époque, des gens qui ne voulaient pas de cette négociation ont dû pousser à la roue pour arriver à la rupture totale. C'est très vraisemblable. C'était une manifestation, je répète, encore pacifique, avec comme mot d'ordre, évidemment, Algérie algérienne, indépendance de l'Algérie, et abat le couvre-feu raciste. Il n'y avait rien de séditieux. Et comment a réagi le FLN donc Lui, en tant que gouvernement, il en tirait surtout les conséquences politiques. C'est-à-dire qu'il a tiré l'attention de Gaulle. Il faut bien parler de Gaulle, puisque c'était lui le chef de l'État et du gouvernement. Eh bien, pour dire, écoutez, si vous voulez arriver à la négociation, ce n'est pas le meilleur moyen. Lorsqu'on défile pacifiquement et qu'on demande de reconnaître l'Algérie algérienne et l'indépendance de l'Algérie, si vous fracassez des crânes, eh ben, là, on ne parle plus le même langage, ou on ne comprend pas, parce que vous le faites dire par les Algériens en Algérie, lorsqu'on vous le dit à Paris, votre police nous jette dans la Seine. Alors il faut savoir, quelle est la politique suivie par la France? Celle du gouvernement ou celle de sa police? Enfin, de sa police, des éléments de sa police qui ne veulent pas de cette politique. Et ça, c'est certain qu'il y a eu une volonté de minimiser les chances de réussite des négociations qui se profilaient à l'horizon, c'est sûr. Et donc, on est obligé de reprendre l'enquête en se disant comment on mourait à l'époque, combien de personnes mouraient à l'époque, combien d'Algériens mouraient à l'époque, et de prendre une méthode plus ou moins démographique, c'est-à-dire, excusez-moi pour le vocabulaire qui manque de délicatesse, mais il y a un surplus de morts. Il y a un surplus de morts, et ce surplus de morts, il faut l'expliquer. Et quelles sont les hypothèses qui permettent de l'expliquer? Il y a des hypothèses qui tiennent, et des hypothèses qui ne tiennent pas. Mais globalement, ce qui a été dénoncé par le FLN à l'époque, l'a été avec ces mots, il y a bien eu un massacre à Paris ce jour-là, et un massacre qui se tient dans une période qui n'est pas le seul 17 octobre. 20 octobre 1991, entretien télévisé de Maurice Papon par Jean-Pierre Elkabbach. Vos propos, M. Papon, sont attendus par tous ceux qui ont retrouvé et surtout découvert les horreurs de la nuit tragique du 17 octobre 1961 à Paris. D'ailleurs, dans le livre très intéressant de Jean-Luc Einaudi, qui est paru au Seuil, La bataille de Paris, à la fois les documents, et on peut voir des images. On dit qu'il y a eu 100, 200, parfois 300 Algériens tués à Paris, et on dit même, M. Papon, noyés dans la Seine. C'était, il y a 30 ans, je le répète, mais c'était pratiquement comme hier. Vous étiez préfet de police, la France était en train de négocier avec le FLN. On était à 6 mois de la paix d'Évian. Qui avait donné les consignes, M. Papon? Moi. Nous avons mésestimé, dans le fond, c'est peut-être ma responsabilité, nous avons mésestimé l'entreprise belliqueuse du FLN
dans cette nuit-là. Monsieur Papon, il y avait bien des gens qui étaient armés puisqu'il y a eu des morts par balle. Et puis on a raflé ceux qui sortaient des métros, ceux qui sortaient des autobus, et on les a envoyés où? Au Palais des Sports et à Coubertin. Eh ben, pour les mettre à l'abri de toute histoire. Et ceux-là n'ont pas eu à se plaindre. Vous avez vu les photos? Vous dire qu'ils étaient bien contents. Vous avez la conscience tranquille, monsieur Papon? Tout à fait. L'histoire le dira. L'histoire le dira, mais je sais que moi, je mourrai la tête droite. Journaux télévisés, 1997. Madame, monsieur, bonsoir. Maurice Papon, 86 ans, ancien préfet de police, ancien secrétaire d'État, va être jugé par la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité. Les jurés auront à examiner son rôle dans la déportation de 1690 juifs entre juin 42 et août 44, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture à Bordeaux. On peut s'en étonner, mais à l'occasion du procès de Maurice Papon, on ne parle donc pas seulement de son action pendant l'occupation. Les témoins évoquent, vous l'avez entendu, également son attitude pendant la guerre d'Algérie, et notamment lorsque, préfet de Paris, le 17 octobre 1961, il était en titre le responsable de la police à l'occasion de la tragique manifestation organisée par le FLN qui se termina dans un bain de sang. Le procès de Maurice Papon à Bordeaux, l'ancien préfet de police de Paris, est confronté aujourd'hui aux historiens de la guerre d'Algérie pour évoquer la sanglante répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Dans la soirée, près de 12 000 Algériens sont raflés. 1500 d'entre eux seront expulsés le lendemain vers l'Algérie. Dans la Seine, on repêchera des cadavres longtemps après. Il y aurait eu près de 300 morts. Maurice Papon est préfet de police et clame « Pour un coup porté, nous en rendrons 10 ». Maurice Papon a toujours nié toute responsabilité dans ces affaires. Il a même mis en avant des actes de résistance. Maurice Papon était poursuivi pour avoir, en quelque sorte, participé, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à la séquestration, l'arrestation de Français et les transports de ces Français après à Drancy. Pierre Mérat, avocat. Sous le seul prétexte qu'ils étaient nés juifs. Dans un procès d'assises, il faut savoir que vous jugez des faits et vous jugez aussi l'homme. Ce qu'on appelle le curriculum vitae. On juge un homme, on ne juge pas seulement des faits, on juge un homme avec des circonstances atténuantes, aggravantes, et il est intéressant pour nous de démontrer que quelques années après, finalement, les faits qui lui étaient reprochés, majeurs, de crimes contre l'humanité, eh bien, il avait commis d'autres faits qui marquaient effectivement le personnage, comme un personnage qui était un fonctionnaire servile, au service de l'État, mais sans se poser de questions, sans état d'âme, capable effectivement du pire. Et nous est venue l'idée de faire citer Jean-Luc Einaudi, qui était en quelque sorte l'historien citoyen si on veut, comme il se définit lui-même, mais en tout cas historien à part entière, et l'auteur d'un livre majeur, La bataille de Paris, où il dénonçait effectivement une ratonnade d'État qui avait été organisée, qui avait été menée avec précision par des forces de l'ordre sous l'autorité de Maurice Papon. Et donc, ce 16 octobre 1997, l'historien qui s'avance à la barre dans une salle d'audience extrêmement impressionnante, c'est le procès le plus médiatisé de l'après-guerre. Fabrice Ricépouty, historien. Face à une myriade d'avocats, de juges, de journalistes, et il vient là pour témoigner d'une chose en particulier, c'est la répression par Maurice Papon de la manifestation des Algériens le 17 octobre 1961. Dès l'après-midi, des rafles commencent. À Paris, aux portes de Paris, en banlieue. Rafle au faciès. Une manifestation va avoir lieu. Cette manifestation d'Algériens, hommes, femmes, enfants, va avoir lieu de la place de la République jusqu'à l'Opéra. Arrivée à l'Opéra, elle se heurte, elle rencontre un barrage de police.
et elle fait demi-tour pour remonter vers la République, suivie par des véhicules de police. Arrivés à la hauteur du cinéma Rex, ces véhicules de police dépassent le cortège. Des policiers descendent et ouvrent le feu. Là, des Algériens sont tués par balles. Au pont de Neuilly, la police ouvre également le feu. Des gens sont tués et blessés là-bas. Et puis, on voit des policiers jeter à la Seine, du haut d'un certain nombre de ponts, des personnes raflées. Il y a des témoins. Ce sont des policiers qu'ils ont vus. Pas des Algériens jetant d'autres Algériens. Non, ce sont des policiers qu'ils ont vus. Dans la nuit du 17 octobre, la préfecture de police publie un communiqué disant que les Algériens ont ouvert le feu sur les forces de maintien de l'ordre qui ont été contraintes de répondre et qu'il y a eu 2 morts parmi les manifestants. Finalement, le bilan officiel sera de 3 morts. Cette version de la préfecture de police de M. Papon est totalement mensongère. Totalement. Il n'y a eu aucun policier blessé par balle le 17 octobre 1961. Alors que dans le même temps, il y avait des scènes de violence épouvantables. Des milliers de personnes raflées, plus de 6000 personnes au Palais des Sports. En réalité, ce 17 octobre, il y a eu une chasse à l'homme dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. Une chasse à l'homme sous la direction du préfet de police. Et une chasse à l'homme définie en fonction de son apparence physique, en fonction de son faciès. Ce qui fit dire à Eugène Claudius Petit, quelques jours plus tard à l'Assemblée nationale, « Heureux les Kabyles blonds aux yeux bleus ». Sa déposition va durer près de 2 heures au total. La défense de Papon est prise de court et le hasard extraordinaire du déroulement de ce procès fait que la déposition d'Einaudi a lieu le 16 octobre. Et le lendemain, c'est naturellement l'anniversaire du 17 octobre 1961. Et il se trouve que le massacre, il est dans les milieux informés un secret de polichinelle. L'événement a été occulté, mais il y avait quand même dans les rédactions, dans la classe politique, parmi naturellement les historiens, une connaissance de cet événement. Et donc le lendemain de la déposition d'Einaudi, on voit pour la première fois véritablement, même s'il y a eu des publications auparavant, on voit une floraison de sujets qui vraiment installent, qui font éclater ce qu'un historien anglais a appelé la French Memories Bomb à retardement dans l'opinion publique. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un effet de savoir, de connaissance dans le grand public français qui se produit grâce à cette déposition.